sur RBS. Bonsoir à tous, il est 17h, vous êtes sur RBS 91.9 dans Cité Campus et nous sommes ravis de vous retrouver pour Comme un lundi avec Mathieu. Bonsoir Rémi. Avec Antoine. Salut Rémi. Et enfin, le meilleur pour la fin, avec Claire. Salut Rémi. Alors, bien, avant de retrouver les chroniques habituelles, avant de partir cette semaine, ce soir, en Suède, où nous allons poser nos valises. Alors la Suède, pour certains, pays où il fait froid, où on ne voit jamais le soleil, pour d'autres, le paradis par excellence. Eh bien, nous allons devoir démêler le vrai du faux, et c'est avec Amandine ce soir que nous évoquerons ce pays. Et puis, eh bien, nous allons tout de suite passer au buzz des buzz. Et pour ce buzz des buzz, c'est Claire qui commence. Alors moi cette semaine je vais vous parler de l'événement médiatique de la semaine. C'était donc l'arrivée de Beckham qui a fait beaucoup de bien à tous les supporters parisiens qui étaient super contents. Puisque Beckham a signé au PSG pour 5 mois, on en a tous entendu parler. Alors on a entendu parler de beaucoup de choses. Alors l'intérêt sportif qui nous semble limité vu que ce jeune homme a 37 ans quand même. L'intérêt marketing qui est immense parce que c'est une marque, etc. tout ça. Mais moi ce que je souhaitais débuzzer c'était quelque chose dont on a un petit peu moins parlé, c'est l'intérêt pour Beckham d'aller au PSG. Parce que quand même, ce monsieur est c'est tellement l'homme parfait qu'il a décidé, en plus, que son salaire serait reversé à une association caritative parisienne. En plus, c'est même pas une ONG mondiale, c'est parisien, quoi. C'est pour les enfants parisiens. Donc on se dit, oh, c'est magnifique, c'est génial, dis donc. Oh, c'est Noël un peu. Sauf qu'en fait, quand on y regarde d'un petit peu plus près, simplement la charité dans le monde aristocratique, ça a souvent servi à pas payer d'impôts. Donc en fait, le fait de ne pas recevoir de salaire, ça lui permet simplement aussi d'échapper à la fiscalité française et de protéger ses revenus par ailleurs. Et il a aussi, même s'il reprend un peu qui se remet un petit peu au boulot, il prépare quand même sa retraite, puisque à long terme, Beckham, il a quand même 2 options de sortie, c'est d'aller dans des clubs qataris. Alors il y en a un, il voudrait entrer à 75% dans le capital du club qatari de Malaga, et il voudrait prendre les commandes d'un nouveau club du Qatar à New York. Donc on voit que c'est pas si désintéressé que ça quand même. Donc c'était simplement pour souligner que on n'est pas au pays des bisounours au PSG, ça parle business dur et voilà. Et tu sais combien exactement combien il reverse à une association caritative? Mais je crois que c'est 100% de son salaire. Non, mais surtout, son salaire est élevé à? Je ne sais pas. Non, je ne peux pas dire. Il me semble que c'était 7 millions d'euros, moi, pas comprendre, n'empêche que il payera pas d'impôts, mais n'empêche que s'il avait demandé un salaire, il aurait quand même gagné de l'argent, il aurait payé des impôts, mais il aurait quand même gagné plus d'argent que j'ai rien compris, Mathieu. Non, mais tu critiques le fait qu'il donne à des associations caritatives. Je ne critique pas ça. Je dis que c'est bien, mais je dis simplement que c'est aussi une des manières d'échapper à la fiscalité française et de protéger tous ses revenus par ailleurs. Parce que le fait de toucher un salaire en France, ça aurait fait qu'il aurait été soumis à la législation française en termes fiscaux. Pour tous ses revenus. Mais donc là, pour tout. Ouais, surtout, faut pas oublier le fait, pourquoi est-ce que Beckham va au PSG? Parce que, au final, il gagne pas d'argent, mais ça relance sa politique entre guillemets, mais marketing. C'est-à-dire qu'en fait, quand il était, donc avant de jouer au PSG, il jouait au Los Angeles Galaxy, donc le club de foot de Los Angeles aux États-Unis, et il percevait, alors, entre guillemets, bien sûr, que 3 millions d'euros par an. Effectivement, c'est pas énorme pour un joueur de foot, parce qu'il y a plein de joueurs de Ligue 1 qui gagnent beaucoup plus que 3 millions d'euros par an, mais il faut pas oublier que Beckham a 26 à 27 millions d'euros annuels qui rentrent uniquement par la publicité qu'il fait. Oui, voilà, et en ça, fait, tout le fait qu'il arrive au PSG, ça va relancer, et qu'il ait justement donné à des associations caritatives, ça va relancer sa publicité, ça va lui permettre d'engranger encore plus d'argent. Donc en fait, c'est pas du tout pour le sport. Mais on lui demande pas d'être désintéressé au pauvre Beckham. Qu'on soit clair, il jouera pas, il est trop vieux. Par contre, il va vendre des maillots, c'est ça? Voilà. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est très drôle quand vous allez sur psg.fr, directement la première image que c'est, vous voyez Beckham avec son super maillot 32 sur le site du psg.fr quand même, qui est là avec grand sourire. Et combien coûte le maillot de Beckham? Devinez. 110 euros. Vu, sur lesquels il va toucher 20%. Ouais, ce qui est pas mal, hein. Pour chaque maillot vendu, il va toucher 20% de 110 euros. C'est quand même énorme. Moi, je signe tout de suite, même si c'est pour moi donner aussi, tout. je signe tout de suite. Surtout que ça lui redore son blason à ce pauvre type. Non, excusez-moi. Je suis pas sûr que t'en vendes autant, par contre, que ce que Beckham pourrait faire. Je sais pas.
tu ne sais pas, peut-être. Ah, Il est à 37 ans, il est en fin de carrière, il fallait bien qu'il finisse quelque part, autant finir au Paris Saint-Germain. Et le meilleur club. Et alors j'entendais par contre que Allez. même si Beckham venait pour sauver un peu et donner encore un peu plus d'argent au PSG, ça serait pas le cas de Victoria Beckham qui ne donnera pas d'argent aux boutiques de luxe de la rue Montaigne parce qu'elle a décidé de rester en Angleterre. Donc Ouais, lui en viendra Angleterre, au PSG mais il sera tout Ou, seul. ou aux États-Unis. En Angleterre. Non, ils habitent en Angleterre apparemment, j'ai découvert ça. Elle va peut-être Bah oui, remonter ils les habitent en Spice Girls Angleterre. maintenant. Ah, peut-être. Ou alors il y a des tensions dans le couple et on pourrait révéler un ragot sur RBS. On dit. Ah là là, on repasse en page People, c'est pas mal. Bon, elle est finie pour la chronique Voici ou Gala. Hein. Voilà. Alors Antoine, qui vous le savez ne manque pas d'air, cette semaine a voulu nous parler d'air pur. Alors J'aime bien ta explique-toi. transition, bien, Ouais, bien t'as vu joué, ça, bien hein. joué. Non, moi je voulais juste buzzer donc le fait que dans la capitale chinoise, donc la capitale chinoise qui est plongée, Qui est Pékin. qui est Pékin, On précise. merci, qui est plongée depuis quelques semaines dans un épais brouillard de pollution, donc surnommé Airpocalypse, par les Pékinois. Ils aiment aussi les jeux de mots. Ils ont des jeux de mots aussi bons que ceux de Rémi, dis donc. Bref, afin de sensibiliser encore davantage la population et donc d'autoriser, et les autorités à la catastrophe donc écologique et sanitaire du smog pékinois comme on l'appelle, Cheng Guangbiao, je sais pas trop comment le dire, donc un milliardaire philanthrope a décidé de commercialiser des canettes d'air pur. Donc prélevées directement dans la province de Yunnan, réputée pour la qualité de son air. Donc les canettes sont vendues dans les rues de la capitale pour environ 60 centimes d'euros et se déclinent donc en saveur aux appellations aussi évocatrices que Vierge Tibet ou Taïwan post-industriel. Sympa. Donc Et c'est mais sympa. ça se boit, ça se respire, comment ça Alors se il y a fait? des photos en fait donc sur de l'article, donc il y a des photos où tu vois les Chinois en train de boire Et à la canette et le c'est de but, l'air pur. C'est juste de sensibiliser à la pollution, c'est ça Et le donc c'est de problème de la sensibiliser pollution. à la pollution, donc parce que effectivement, ce qui vient aussi, c'est que l'excentrique, donc milliardaire, assure ne pas vouloir faire de fortune avec cette idée farfelue, Encore heureux. symbolique. Ce produit sert avant tout à faire passer un message. Oui, Donc, enfin, il Ça a, les aide pas à respirer, qu'on soit clair. Non, mais c'est pour faire passer un message, exactement. il a quand même mis la photo de sa tête sur toutes les canettes. On est entièrement ce petit d'accord. monsieur, Bah, il est pas très mais intéressé non plus. On hein. reste en Chine. Hein, La philanthropie a des limites Voilà, quand même. exactement. Mais c'est juste que, par exemple, donc ce fameux milliardaire, il est assez bizarre parce que il faut dire que dans un pays qui est peu porté à la philanthropie, donc ce milliardaire a érigé le don en règle de vie et a fait fortune dans le recyclage de matériaux de construction. Il s'est notamment donc illustré l'an dernier en démolissant des scooters à la pioche, en donnant des vélos pour inciter les gens à délaisser leur voiture, ou en fracassant son propre bolide Mercedes au marteau-piqueur devant les caméras de télévision. Bon, Il il y a devait quand- être en panne, je pense. Il y a que quand on est milliardaire qu'on peut se permettre de c'est- fracasser voilà, sa c'est Mercedes exactement à ce la qu'il faut. télé. Non, mais c'est exactement ce qu'il faut se dire. Mais donc apparemment des canettes d'air pur, il veut pas faire fortune avec, c'est pour sensibiliser à l'environnement. Voilà, c'était mon buzz de la semaine. Bah, très bien. Alors moi mon buzz est pas très drôle. C'est Bonne ambiance. Ah oui, Ça, non, c'est c'est pas vrai. mal, J'ai entendu ça la semaine dernière, ça m'a assez choqué, donc je voulais juste vous en faire part. Il n'y a pas vraiment de réaction, c'est juste voilà un fait divers assez glauque, je trouve. Ça se passait On au s'attend au pire. Ouais, c'est exactement ça. non, ça va vraiment Qu'est-ce que tu attrister. nous prépares? Ça se passait au musée d'Orsay et donc une famille en grande précarité visitait le musée d'Orsay, donc qui s'est fait une spécialité des tableaux français du 19e siècle, les Forcément, impressionnistes, si etc. ça t'intéresse, c'est forcément du 19e. Vas-y. Et donc donc c'était avec l'association ATD Carmonde qui aide les familles dans une grande précarité Oui. sociale. Et ces gens donc se sont fait virer tout simplement du musée par les vigiles parce que ils sentaient mauvais. Et alors, Ah oui, quand donc, même. oui, la direction du musée d'Orsay dit que les vigiles ont été interpellés par plusieurs visiteurs qui se sont plaints de l'odeur nauséabonde des gens qui visitaient l'exposition. D'autres disent que c'est juste les vigiles qui ont voulu faire du zèle, mais dans tous les cas, donc cette famille qui était déjà quand même dans une situation assez compliquée s'est vue mettre juste en face d'elle, bah voilà, sa situation. Enfin, je trouve ça assez terrible. Oui, non, c'est assez triste. Hein. Pour une fois que les familles modestes ou très 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 modestes vont au musée, Voilà, là c'est. ce serait pas mal de les laisser tranquilles. Est-ce qu'on sait que c'est une famille modeste ou tu supposes? Non, mais elle y était dans le. Il a dit elle y une était- famille en très grande précarité Non, non, qui elle vient y était dans d'une le cadre, association d'aide aux familles en grande précarité. Je l'ai pas inventé. Non, c'est l'association ATD Je me suis Carmonde aussi dit, qui a ce Claire, genre de. qu'est-ce que tu nous prépares là? Ah bah non, j'ai lu, je m'informe les enfants. Non, Parce voilà, que l'argent pue aussi. et
Aussi. Ouais, mais généralement on les Ça met dépend. pas Je dehors. pense que Beckham il pue pas trop. Voilà. Non, parce qu'il donne tout aux associations caritatives. Et puis on aura compris que Claire est amoureuse de Beckham, hein, s'il nous écoute. Alors, le dernier... Et en plus, apparemment, ça n'irait pas bien avec Victoria Beckham. Alors Je suis Lance-toi, sur lance-toi. Fonce, Claire, fonce. je suis sur le coup les Il y a enfants. une fenêtre d'ouverture. Alors, après ce petit, voilà, cette nouvelle triste. Et ça Mais t'attriste. ça me rend Je vois, non, mais je vois que ça te touche beaucoup, J'ai l'œil humide. tu le vis. Eh bien, il faut parler de quelque chose de plus réjouissant qui a hier soir fait vibrer les États-Unis. Il s'agit du Super Bowl. Exactement, un événement extrêmement réjouissant aux États-Unis, extrêmement important. Le match le plus suivi de l'année, c'est la grande finale du championnat de football américain. Alors le match avait lieu à la Nouvelle-Orléans, c'était hier, et il opposait le club de Baltimore face à San Francisco, donc les deux opposés, la côte est contre la côte ouest. Et c'est Baltimore qui a gagné 34-31, donc c'est un match très serré, un très beau match. Tu vas me dire que tu comprends quelque chose au foot Voilà, américain. Oui, mais suite à mon année l'année dernière aux États-Unis, je m'y étais intéressé. Et C'est donc un sport très amusant, c'est un sport de conquête de terrain. Comment ça marche un peu? C'est comme le tu sais risque. Alors le but en fait c'est vraiment. Oh les références. Oh là là. Merci. Effectivement, le but c'est d'avancer le plus possible dans le terrain, d'avancer de 10 yards. Enfin bref, je vais pas venir dans les règles. C'est pas ça que je voulais buzzer. Même si c'était effectivement un immense show avec des feux d'artifice quand les joueurs Avec rentrent. Beyoncé. Avec Beyoncé à la mi-temps, exactement, qui a fait un fabuleux show. Il y a également eu au début une chorale d'enfants américains qui venaient de l'école de Newton, la fameuse non. école qui a été... Ils ont osé. ils ont osé. C'est pas vrai. Qui chantait America the Beautiful. Il y a Bienvenue aux États-Unis. l'hymne américain avant le match a été chanté par Alicia Keys. Alors en fait, j'ai trouvé que c'était plutôt une piètre performance. Après, chacun en jugera. Je trouvais qu'elle criait un peu, que c'était pas très joli. Mais en fait, apparemment, elle était gênée parce que pendant qu'elle chantait, s'amusant, les gens huaient dans le stade. Et donc elle pensait que c'était à cause de ce qu'elle faisait. Moi aussi je croyais parce que ça méritait à mon avis. Mais c'est mon avis. Laisse Non, mais en Alicia fait, tout de suite. Le public huait parce que pendant qu'elle chantait sur les grands écrans, il y avait les joueurs qui défilaient. Donc Ah évidemment oui, quand d'accord. c'était un joueur de l'équipe adverse, tout le monde huait, etc. Pauvre Alicia. Donc c'était Keys. amusant. Tout Bref, s'explique, c'est tout toujours pas ça s'explique. que je voulais Mais buzzer. est-ce qu'elle a chanté en playback ou pas, Alicia Bien au Keys? fait, monsieur. J'y arrive. Ce que je voulais buzzer dans le Super Bowl, parce que c'est très intéressant, à mon avis, c'est le rôle de la publicité dans cet événement. Car c'est l'événement le plus regardé par les Américains. 115 millions d'Américains suivent en moyenne le Super Bowl. Donc c'est évidemment une aubaine à la fois pour CBS, qui est la chaîne américaine qui diffuse la finale, mais aussi pour les annonceurs, puisque toutes les grandes marques essayent d'avoir un spot publicitaire pendant cet événement, car il y a beaucoup de pubs pendant le Super Bowl. Et ça coûte très très cher. C'est en moyenne 3,7 millions de dollars pour 30 secondes de spot publicitaire. Alors ça nous dit pas grand chose d'accord. comme ça. Il faut comparer par exemple avec la finale de la Coupe du Monde de rugby 2011 France-Nouvelle-Zélande sur TF1 en France. Un spot de 30 secondes valait 125 000 euros, c'est-à-dire 30 fois moins cher que la valeur d'un spot publicitaire. Donc pendant Et imagine la valeur d'un spot l'après-midi sur France 3 entre deux Derrick. Ça va être encore moindre que ça. Et donc ce qui est amusant, c'est que vraiment pendant le Super Bowl, les pubs sont tout autant attendues que le résultat du match. C'est-à-dire que souvent pendant le Super Bowl, ce sont des nouvelles pubs qui sont sorties avec des stars dedans ou des grands réalisateurs qui ont réalisé la pub. Donc moi, quand j'ai mon expérience personnelle, Quand tu touches 115 millions de téléspectateurs, ouais, il faut dire, voilà, c'est tu vraiment donnes tout, ils là. mettent Voilà, le tu donnes paquet. tout. Et ce qui est amusant, c'est que moi, quand j'avais vu aux États-Unis ce match-là, les gens discutent pendant qu'il y a le match de foot. Par contre, quand les pubs arrivent, tout le monde fait chut, chut, chut. C'est-à-dire que les gens vraiment regardent le Super Bowl pour les pubs. Et il y a un sondage qui dit que 53% des Américains attendent que le match se reprenne pour aller aux toilettes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'inverse. Ah oui, d'accord. Donc, Ah oui, c'est totalement l'inverse. Voilà, Effectivement, donc ça a rien à voir. il faut voir jusqu'où va la société de consommation. On va carrément attendre les pubs, mais en même temps, est-ce que Mais il faut dire qu'il y a des bonnes pubs. Oui, oui, aussi. exactement. Une bonne pub, c'est ce que je trouve aussi. c'est quand même Voilà. c'est quand même super agréable, c'est plaisant, c'est marrant, c'est Voilà, il y a un exemple de pub qui a buzzé hier, c'est celle de la marque Wonderful Pistachios, donc pour des pistaches, où on voit le Sud-Coréen Psy qui danse le Gangnam Style avec des pistaches. Très bien. Je vous conseille de regarder sur YouTube, ça circule. Bon, et évidemment, toutes les pubs, j'en ai vu quelques-unes, il y en a vraiment des très amusantes et c'est intéressant de voir à quel point la pub a pris une place importante dans cet événement sportif. Moi, j'en avais vu avant que le Super Bowl se déroule, donc il y a pas forcément que des exclusivités, mais les gens quand même regardent les pubs, même s'ils les connaissent déjà. Oui, ou- mais elles sortent juste avant. C'est que parfois les marques font le choix, effectivement, soit volontaires, soit involontaires, mais à mon avis volontaires,
de faire fuiter en fait la pub. Du coup, elle tourne déjà avant un peu sur les réseaux sociaux, donc après c'est une stratégie marketing. C'est histoire de faire le buzz et pour que tout le monde soit devant l'écran le jour où elle passe vraiment quoi. Bah ça a marché visiblement encore une fois et ça a marqué Mathieu apparemment aussi. Non mais c'est assez fou comme truc. Non mais c'est vraiment amusant de voir à quel point les gens regardent plus la pub que l'événement sportif. Je trouve ça quand même amusant comme concept. Et... peut-être parce que personne ne comprend rien. C'est comme quand la moitié des Français regardent le rugby, personne ne comprend rien. Les Américains comprennent bien le football américain, je crois. Oui. D'accord. On peut leur faire confiance pour ça. Bien, très bien. Merci pour ce buzz des buzz. Alors, on va se retrouver tout de suite après la première pause musicale. C'était Down the Road de C2C sur RBS dans Cité Campus, comme un lundi, qui accueille cette semaine pour nous parler de la Suède. Amandine, bonsoir. Bonsoir. Salut Amandine. Salut. Alors, première question rituelle. Pourquoi avoir choisi la Suède et plus particulièrement après la ville de Lund? On en parlera. Alors d'abord, c'était un choix surtout sur la Scandinavie. Moi, ça m'attirait beaucoup. Le côté politique social, zen, les meubles en kit, tout ça, ça me plaisait bien. Politique sociale. J'aime bien. Premier choix, premier argument, politique sociale. C'est culturel, hein. Et la ville de Lund en particulier, parce que c'était aussi l'occasion de vivre un peu une vie de campus à l'américaine, parce que faut savoir que c'est une ville où il y a quasiment que des étudiants. Je crois que c'est 60% de la population à peu près. Donc c'était l'occasion aussi de vivre dans une ville avec une vraie vie de campus, on va dire. Et c'est organisé comme à l'américaine avec un campus, des logements pour les étudiants qui sont toujours ensemble. Voilà, c'est ça. En fait, il y a des gros logements universitaires. Moi, j'habitais dans un logement qui est le plus grand d'Europe. Voilà, mais l'avantage aussi de Lund, c'est que c'est une ville qui est très vieille, qui était un peu capitale culturelle de la Suède. Bon, il y a très longtemps, mais c'est une ville qui a pas mal d'importance. Donc, il y a aussi ce côté vraie ville qui a un patrimoine et qui a une culture installée déjà. Et pour nous situer, c'est où par rapport à Stockholm? Enfin, c'est placé où en Suède? Alors en fait, c'est dans le sud-ouest de la Scanie, donc c'est la pointe sud de la Suède. Ouais. C'est à peu près à 600 km au sud de Stockholm. Ouais. Donc en fait, à la frontière avec le Danemark. D'accord. D'accord. Très bien. Donc en fait, juste pour revenir sur le côté logement, donc en fait, quand t'es arrivé à Lund, t'étais directement logé, t'as pas eu besoin de chercher. Ah oui, c'est ça. Alors ça, c'est très suédois, c'est-à-dire que d'abord il faut s'inscrire sur un site et ensuite, quand on arrive, alors la plupart des étudiants arrivent à l'aéroport de Copenhague, qui est à 40 minutes environ en train, et arrivé là-bas, on est pris en charge, on nous donne les clés, on nous donne l'inscription, on nous emmène en minibus jusqu'au logement. Enfin, il y a aucune galère, tout est zen, on nous porte les bagages. Enfin, voilà. Les Suédois, quoi. Très on les remercie. Oui, on les remercie pour ça. Pour Ikea, ça. Et alors là-bas, les cours, comment ça se passait? Tu peux choisir ce que tu veux? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que t'es mélangé Oui, c'est ça. C'était plutôt un programme à la carte. Donc j'avais des cours de relations internationales et j'avais aussi beaucoup de cours plutôt de sciences humaines. Donc j'avais par exemple des cours de littérature suédoise, de cinéma suédois aussi, de culture scandinave. Voilà, pour apprendre un peu mieux à connaître le pays aussi. Des cours de suédois? Il y en avait, mais j'en ai pas pris, à mon grand regret d'ailleurs. Mais tout le monde parle anglais en fait, donc pas besoin t'as passé une année là-bas et t'as pas parlé du tout suédois. C'est ça, voilà. Donc c'est possible d'aller là-bas en parlant anglais. Oui, bien sûr. Là-bas, tout le monde parle anglais de 7 à 77 ans, sans problème. Et est-ce que t'as noté des différences pédagogiques par rapport au système français, par exemple, ou pas plus que ça? C'est un peu la même manière d'enseigner. Si, t'as des questions encore? Non, c'est vraiment différent dans le sens où les professeurs sont plus des tuteurs, c'est-à-dire qu'ils accompagnent l'apprentissage, ils donnent des indications de lecture et ensuite c'est plus de la discussion ou des travaux pratiques. Donc, là aussi c'est un peu à l'anglo-saxonne au final. Oui, c'est ça, voilà. Et alors réponds à une question pour nous, est-ce qu'ils sont tous blonds? Ben oui. Oui, bah voilà. Bah voilà, le cliché. Désolé, c'est un cliché, mais oui, ils sont tous blonds, ils ont tous les yeux bleus. Bah voilà. Et alors, tu parlais justement de la Suède qui est connue comme un pays, voilà, de la politique sociale, etc., assez développé. Est-ce que ça se ressent au quotidien? Est-ce que c'est un pays vraiment où un pays de bisounours, j'ai envie de dire, en fait, au final? Eh bien oui, c'est vraiment un pays de bisounours. C'est-à-dire que c'est un pays où les gens sont de confiance et qui font confiance très facilement. C'est un pays où on n'a pas du tout envie d'entuber qui que ce soit. Tout le monde est respectueux, personne ne crie, personne ne râle. Il y a énormément d'avantages, que ce soit en tant qu'étudiante étrangère, c'était très avantageux, mais aussi pour les étudiants
les étudiants suédois qui, eux, ont par exemple l'université gratuite, qui ont des réductions de logement, qui ont des bourses à droite, à gauche. Et pourtant, c'est paradoxal, non? Parce que pour moi, la Suède aussi, c'est des hivers avec de très peu de jours, beaucoup de nuits. Il me semble directement des gens déprimés. Voilà, c'est ça, les gens déprimés. Oui, mais tu me corriges, mais il me semble qu'il y a un taux de suicide important, etc. Donc est-ce que c'est pas paradoxal avec cette image de la Suède comme le pays des bisounours? Oui, c'est peut-être un peu paradoxal. Alors moi, c'est vrai que j'étais dans le sud de la Suède, donc les températures n'étaient pas trop dérangeantes. C'était à peu près comme Strasbourg. Le jour, c'était un peu embêtant. Le jour qui se couche à 15h30, ça fait un peu bizarre au début. Mais, mais en été, c'est disons qu'il y a une vraie... Oui, c'est ça. C'est-à-dire voilà, lever du soleil à 3h du matin, c'est sympa aussi. C'est quand même sympa, voilà. Et j'ai pas ressenti de mal-être ou de déprime généralisée. On sent plutôt le bonheur que oui, on sent plutôt bien, c'est accueillant, les gens sont aimables, heureux. Et la vie n'est pas trop chère? Alors si, on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu cher. Il y a des choses, le logement, pour les étudiants, c'est à peu près la même chose. Les courses également. Ce qui est vraiment différent, par contre. Voilà. La même chose qu'en France. Oui, c'est ça. D'accord. Et plus comme Paris, plus comme Strasbourg. Plutôt comme Strasbourg. D'accord, donc abordable. Abordable, ouais. Okay. Ce qui est très différent au niveau du prix, c'est l'alcool. Ça, c'est vraiment hors de prix. Dis-nous, ça t'a posé problème, ça, pendant ta Ça m'a posé problème. Pendant ton année en Suède? Je vais pas mentir, ça m'a posé un peu problème. Faut savoir que en Suède, l'alcool, c'est un monopole d'État, c'est-à-dire que les supermarchés n'ont pas le droit de vendre de l'alcool et qu'il y a des magasins spécialisés qui s'appellent les Systembolaget, qui sont les seuls autorisés à vendre de l'alcool et qui, du coup, le vendent à des taxes, mais impressionnantes. Donc en fait, c'est totalement différent qu'en France. Oui, c'est ça. Voilà. Ils ont pas vraiment de culture de l'alcool, en fait. D'accord, oui, ils boivent essentiellement de la bière, non? Oui, un peu de bière. Ils ont une boisson qu'ils aiment bien appeler nationale, qui est la vodka Absolute, mais il faut savoir qu'elle a été rachetée par une entreprise française, ce qui a été un peu difficile pour mon intégration aussi. Claire, la spécialiste, vient de se réveiller. Elle fait... Excusez-moi. Alcool, ses yeux se sont éveillés. Oui, désolé. Non, t'inquiète pas. On te taquine, Claire, enfin. Moi j'avais une question par rapport donc justement à ça. C'est vrai que c'est souvent vu, surtout en France, l'alcool comme l'élément facile pour se socialiser avec les autres, etc. T'as quand même pas eu de problème à rentrer en contact avec des Suédois, des Suédoises? Non, pas du tout. Alors faut savoir que j'habitais avec des Suédois. C'était un système de corridor en fait. Donc il y avait à peu près 11 chambres et on partageait la cuisine et le salon. Et donc j'habitais quasiment qu'avec des Suédois. Donc ça a été assez facile pour m'intégrer. Et puis bon, vu que c'est une ville étudiante, de toute manière, il y a un vrai brassage et c'est assez facile. T'avais combien d'heures de cours par semaine? J'ai un peu honte, mais vas-y. Environ 4 heures. Ah, non. 4 heures par semaine? Environ, ça veut dire ça peut être 2 aussi. C'est-à-dire que la présence n'était pas obligatoire, donc non, c'est à 4 heures. Et c'était heures. étalé sur toute la semaine ou t'avais cours juste le lundi et t'étais en vacances du mardi au dimanche? C'est l'idée, ouais. C'est ça. Donc c'est notre 9e émission, mais tu remportes la palme de celle qui a eu le moins d'heures de cours quand même, hein. J'avoue que là, à ce niveau-là, on a 4 trouvé heures. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que les Suédois aussi ont peu d'heures de cours et plus de travail à la maison, ou c'est vraiment parce que t'étais foutent rien, ouais. Oui, c'est plutôt ça. Enfin, sans vouloir les dénigrer, c'est vrai qu'en Suède, il y a très peu d'heures de cours et que les étudiants suédois peuvent repasser les matières qu'ils n'ont pas réussi. C'est un système très différent, infiniment, mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec. Toi, ton système, ton. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment un système à l'anglo-saxonne où aux États-Unis c'est pareil, il y a très peu d'heures de cours, mais il y a beaucoup plus de travail, de suivi, de dossiers à rendre. Oui, par contre. Alors qu'en France, c'est un système beaucoup plus académique où on nous récite un cours, on est noté à le recracher, voilà. Donc il faut se poser la question, est-ce que avoir 4 heures de cours finalement et travailler derrière? J'imagine qu'Amandine travaille énormément. Oui, bien sûr, énormément de travail personnel, des heures et des heures. D'accord. Eh bien, alors on va écouter, avant de repartir sur le travail, visiblement très conséquent, on va écouter la première chanson que tu nous as choisie. Alors, est-ce que tu peux nous la présenter rapidement? Oui, alors c'est un groupe suédois qui s'appelle Move It. La chanson s'appelle Apple Nicker Jazz. C'est un groupe qui nous dit quoi? C'est une bonne question. Je crois que c'est un barbarisme. On se demande pourquoi Rémi ne voulait pas le prononcer. Oui, je me suis bien vite défaussé. Voilà, c'est un groupe que j'ai eu l'occasion d'écouter dans un festival à Malmö, une grande ville de Suède, et qui m'a beaucoup plu. Voilà. Ok, très bien. Grannen är hack i häl
måste känt från att sätta tänk. Jag vill ju vända, måste göra något åt hon sig. Far han är proletär och jobbar sett men har inte råd med käk. Så klart jag har mina själar, för övrigt är ju grannen miljonär. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Hon är missionär och säger att jag missade en himla världshopp. Prosten lovar besked på söndagsbönen men jag var inte där. Att jag skapar besvär i grannskapet med maten är inte här så. Var är Jesus när vi behöver hjälpen att betala i affärsköp? Jag kommer som en tjuv om natten till storgodsen och ägorna på landet. Disponenterna sitter på punschföräldern men märker ingenting för den starka branden fyller upp åtminstone kappsäcken med äpplen. Att sälja nere på marknaden och stoppa varenda öre i madrassen i hopp om att jag slipper betala skatten en gång. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt nu får jag sitta inne nu. Men jag kan inte svara nu, men jag kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. Skattmåsen jagar mig, jag deklarerar fel på någon liten grej. Tänker ge mig någon ny blankett att fylla in, men det kan inte vara rätt. Direktörerna lever fett och tjänar mer i lön än min hela släkt. Så någonting måste vara snett, jag måste tjäna äpplen för att hålla mig mätt igår. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Jag vill ju göra rätt men länsman jagar mig med batong och häst. Säg mig, är det bättre att råna folk med banker och höga räntor? Vad händer härnäst? Då blir det rättegång eller efterfest? Jag hoppas bli släppt men åklagaren yrkar på fängelse. Så kan du säga mig vad som händer när bankfack och kontanter byter händer? Storfinansen är flyger mellan länder medan jag åker fast för knyta äpplen på flygplatsen när pamparna anländer. I höga hattar och guldtänder med kapital investerat i röstlängder för att ha fortsatt makt över fattigdrängen. Ja, detta är det officiella breaket, mina damer och herrar, bröder och systrar. Detta är ögonblicket för er att lyfta fram era stjärtar och visa att ni är människor. Och skaka dem som om det inte fanns någon morgondag, som om det inte fanns några bekymmer. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt nu får jag sitta inne nu. Men jag kan inte svara, hör du. Men jag kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. De retour sur Cité Campus, comme un lundi, avec Amandine qui nous parlait de la Suède. On bougeait tous dans le studio, c'était la folie. Et tu nous disais que en Suède, étonnamment, dans les concerts, ça se passe pas vraiment comme ça. C'est assez calme. Alors oui, il faut savoir qu'un Suédois sobre est un Suédois qui ne bouge pas, qui ne chante pas, qui n'est pas expansif. Donc j'ai déjà vécu des situations de concert avec vraiment un no man's land devant la scène où l'artiste essaie de faire bouger un peu son public et les Suédois restent stoïques et un peu blasés même. Donc voilà. C'est drôle, ils ont besoin donc de l'alcool pour se... Ah oui. En fait, c'est complètement un pays de hipsters, quoi. Un peu blasé, un peu cynique, un peu avec des bonnets sur la tête, tout ça, quoi. Tout à fait ça. Et y a de ça. Ça attire Claire. Comparaison rougit, douteuse. Ses yeux sont illuminés. Alors nous voulions maintenant parler de la vie quotidienne et un peu, enfin on a déjà parlé de la vie quotidienne, mais du secteur alimentaire. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges en Suède? Qu'est-ce qui t'a beaucoup plu? Qu'est-ce qui t'a moins plu? Alors, disons qu'on trouve à peu près la même chose qu'en France. Il y a quand même quelques spécificités, notamment les fameuses, enfin j'espère fameuses côtes boulards qu'on peut trouver dans le fameux magasin de meubles auquel je faisais référence. Donc c'est des boulettes de viande, voilà. Ça c'est, ils en mangent à toutes les sauces, à tous les repas. C'est un petit peu gras, mais c'est pas trop mal. Ils ont quelques spécialités, par exemple le gâteau à la carotte, ils en raffolent. Mais c'est bio, bon le gâteau à la carotte, il faut dire ce qu'il y a. Ouais, ben. Non. Voilà. J'ai eu le silence plat. C'est leur truc. Ça te répond, je crois. Voilà, j'ai eu l'occasion de manger de l'élan aussi. Donc c'est original de manger un kebab d'élan.
Voilà. Kebab d'élan. On l'avait pas fait. Donc ça, c'était sympa. Donc 12,50 € le kebab d'élan, C'est j'imagine. l'idée. Voilà, C'est l'idée. Voilà, donc ça c'est les points positifs, on va dire. Ensuite, il y a des choses, même les plus grands amateurs de camembert ne peuvent pas manger ça. Notamment, ils ont une recette à base de hareng mariné qui est absolument infâme, qui est infecte. On sent que ça t'a marqué. Ça m'a marqué. C'est un plat traditionnel de Pâques en fait. C'est hareng, Et ça. Oh Mathieu. Oh là là. Heureusement, c'est un plat occasionnel. Donc voilà. Après, ils ont quelques bizarreries du genre, ils ont des espèces de tubes. Comme de la mayonnaise, qui sont à base de crabes ou de crevettes et qui mangent ça au petit déjeuner sur du pain avec du beurre. Voilà. Rencontré ça en Italie. Donc, C'est ça le pâté de thon. C'est très original. Pas bon du tout. Voilà, on C'était pas reparle du de pâté. nourriture et Claire est de nouveau là. Bah oui, toujours. Alors, tu nous disais déjà, en parlant des concerts, etc., de l'attitude un peu suédoise, que c'était totalement un autre mode de vie avec des autres façons de faire. Mais quand c'est la fête et que tout le monde est dehors, comment ça se passe? Alors ça, c'est autre chose. Je suis vite arrivée à la métaphore du loup-garou, c'est-à-dire que le Suédois est sobre, aimable, poli, etc. Mais le week-end, quand ils boivent, mais j'ai jamais vu ça. C'est n'importe quoi. La débandade. Les nuits de pleine lune, les Suédois boivent beaucoup et disons que leur traditionnel classe et nonchalance se désintègrent complètement. Ils n'ont plus aucune retenue. Ils ont plus aucun amour propre et ça emmène à des situations assez cocasses où ils finissent par se rouler par terre. J'ai l'exemple d'un de mes colocs, Gustave, qui un soir d'ébriété a pris le train avec ses amis jusqu'à l'aéroport de Copenhague, a pris le premier avion qui lui passait sous le nez, s'est endormi et s'est réveillé le lendemain matin avec une gueule de bois monstrueuse à Barcelone. Où il a passé la journée, il est rentré ils le sont soir. en grosse soupape, quoi. C'est exactement ça. Il faut dire qu'il y a aussi que les Suédois pour faire ça, parce que pour avoir l'argent sur soi pour aller prendre le premier avion pour Barcelone, il y a des politiques sociales partout, il est remboursé de son trajet Barcelone. Il avait trop bu. Voilà, exactement. C'est génial. Mais c'est génial comme histoire, ça. Quand il le racontera plus tard, tu sais, à ses petits-enfants. Est-ce qu'il y a des clichés sur les Français que tu as pu constater là-bas? Oui, alors pour les Suédois, les Français fument beaucoup. Et cela dit, c'est assez vrai. Faut savoir qu'en Suède, je pense qu'il fait trop froid dehors pour sortir fumer. Bon, ils ont une alternative qui s'appelle la snus. Donc c'est une espèce de petit sachet de tabac. Une espèce de chic, voilà. Donc pour eux, les Français fument. Ils ont une drôle de conception de l'amour aussi. T'as goûté la snus? Désolé de t'interrompre. Et alors, c'est comment? C'est dégueulasse. pas top, hein. Non, c'est pas super. C'est suédois. Voilà. Donc voilà, ils ont quand même une certaine admiration pour la culture française, mais ils ont un vrai mépris du côté arrogant, nationaliste des Français. Ils sont pas du tout nationalistes, donc ils comprennent pas vraiment qu'on soit fier de son pays, en fait. Donc ça passait moyen. Et qu'est-ce que tu pourrais faire en France, mais que tu ferais surtout pas là-bas, par exemple? Typiquement, je me suis retrouvée dans des situations où j'aurais pu aisément ne pas payer dans un bar ou griller une file d'attente, mais en Suède c'est quelque chose qui se fait pas et qu'on n'a pas envie de faire parce que on n'a pas envie de trahir leur confiance. Finalement, tout le monde se respecte, on n'a pas envie de briser cet ordre social. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pas de mettre une musique en fond, Antoine. On l'a fait. On l'a fait avec des violons. Tu n'as pas envie de tricher dans ce pays. C'est le pays de l'amour et du bonheur. Alors, des petits frissons là. Du coup, je suppose que comme le pays t'a plu à Lund, t'as pu visiter un peu le reste de la Suède. T'as beaucoup voyagé pendant ton année? Oui, pas mal. Sachant que j'avais un emploi du temps assez lâche. Oui, on l'a vu. On a cru comprendre. J'ai pu profiter pour aller en Suède. Je suis allée dans les principales villes, Stockholm notamment, Göteborg, Malmö aussi. Je me suis aventurée aussi dans le fin fond de la Suède, la région avec les lacs et puis les forêts, etc. C'est beau, c'est glauque, c'est comment? C'est magnifique, c'est magnifique. Ils sont très respectueux de la nature, donc c'est vraiment très épuré. On met une chanson, on met les violons et c'est reparti, quoi. Ils sont parfaits. Non, c'est splendide. C'est le pays parfait. Ils sont blonds, ils sont beaux, ils sont protectueux de l'environnement. Protectueux. Oh là. Protection. On va perdu là. Le pire, c'est que personne n'avait noté. On dit comme ça en suédois. Ils t'avaient pas refait. Non, mais c'est en anglais, on dit comme ça. En fait, ça va être un truc comme ça. Oh là là. Ouais, on va dire. Je me permets quand même de revenir à l'interview quand même. Excusez-moi. Tu nous as dit combien la Suède était formidable, combien les Suédois étaient magnifiques. Je suppose que tu y retourneras.
Oui, évidemment. Et ben pour ça, il faut passer l'épreuve tant attendue du quiz quiz test. test. Oh oh. Nous allons voir si, oui ou non, tu as besoin de retourner en Suède. Attention, question de premier niveau. Quelles sont les 2 couleurs du drapeau suédois? On t'aide déjà, hein, indice. Bleu et jaune. Oh, Bonne réponse. bravo. Oh. Ah là là, elle était pas sûre. J'étais mal à l'aise là. Attends. Question Premier numéro 2, niveau 2. Comment s'appelle le roi de Suède? Il s'appelle Carl XVI Gustaf. Et elle regarde ses notes. Elle regarde en ses disant, notes. Il y avait une attention. anti-sèche. Ça triche. Mais bon, la réponse compte quand même. Attention, plus compliqué. Question numéro 3, niveau 3. Combien de meubles Ikea possède en moyenne une famille suédoise? Je dirais environ 15. Environ, non, on veut le chiffre exact. Bleu, Exact, bleu, arrête. bleu. On n'en sait rien Ça du bluffe, tout. t'as pas tes notes là? Non, t'as rien sous les yeux? Non, Bon. j'ai rien, non. Hein? Bon. Eh bien, merci beaucoup, Amandine, de nous avoir parlé de la Suède. Alors, tu vas rester avec nous. On va écouter ta dernière chanson. Tu nous la présentes après et on va parler d'un projet un peu particulier qui te tient à cœur. Oui, merci. How long has it been? Shall we get into it again? Excuse our disgrace. We've had no time to paint the place. The dog is always barking at the mailman. I won't waste your time with my revelation. Hello, my friend, I see you're back again. Hello, mystery, don't bother to explain. How about maybe it's all been in my head. Hey, well, I'm tired of this black and blue, black and blue. My dear, come again. Your voice is fading out and in, out of the laundry bin. I found my innocence again. The dog is always barking at the mailman. I won't waste your time with my revelation. Hello, my friend, I see you're back again. Hello, mystery, don't bother to explain. How about maybe it's all been in my head. Hey, well, I'm tired of this black and blue, black and blue. Hello, my friend, I see you're back again. Hello, mystery, don't bother to explain. How about maybe it's all been in my head. Hey, well, I'm tired of this black and blue, black and blue. De retour sur RBS dans Cité Campus. Claire Alors, est avec- morte de rire.
Oui, non, c'est... J'ai failli m'étouffer, hein. Il faut Oui, c'est préciser pour les auditeurs. Voilà. Vous m'entendez, mais avec vraiment de la chance. Alors Amandine, est-ce que tu peux nous présenter cette chanson-là? Merci. Donc la chanson, Amandine, présente-nous ça. Oui, alors c'est un groupe qui s'appelle Mick Snow et la chanson c'était Black and Blue. Donc c'est un groupe de musique électronique suédoise qui est assez connu aux États-Unis et je trouve que ça représente bien la scène musicale actuelle suédoise. Très bien dit, merci beaucoup Amandine. Alors on en a profité de ta présence pour parler d'un projet que tu as créé qui s'appelle L'Ouvreur. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est L'Ouvreur? Alors L'Ouvreur, on a créé ça en octobre, on est 2 sur le projet et en fait le concept c'est que c'est un magazine sur internet à thème. Donc on est parti de l'idée qu'on voulait créer une espèce d'émulation intellectuelle, voilà. Donc l'idée c'est de prendre un thème qui est assez large pour pouvoir parler sous contrainte mais sans que ce soit restrictif. Par exemple en octobre on a choisi le thème du fantastique. Donc voilà, l'idée c'est que tout le monde peut participer avec n'importe quel support, que ce soit des photos, de la musique. On a une rubrique création originale, des articles de fond. On a aussi des billets d'humeur avec par exemple une chronique de filles écrite par Pauline. Voilà, donc on est en plein développement en ce moment. On recherche des rédacteurs en herbe. Donc le prochain thème ce sera première fois et ça sort le 14 février. Donc si parmi vos auditeurs il y a des intéressés, faites-nous parvenir vos CV. Alors, non, pas du tout. Concrètement, quelqu'un qui est inspiré par le thème première fois peut aller sur le site de l'Ouvreur et vous envoyer oui, bien sûr. Sa contribution, elle sera publiée, c'est ça? Oui, exactement. Donc, voilà. si on peut rappeler juste par contre le site de l'Ouvreur, l'adresse précise. Voilà, alors c'est l'ouvreur.com et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et sur Twitter. Et votre prochain thème c'est Première fois. Voilà. Première fois. Le 14 février, c'est ça. C'est ça. On a hâte de le découvrir. Eh ben, Exactement. Bon, merci beaucoup de nous avoir présenté ce beau projet. Merci. Est-ce que tu peux juste rester avec nous pour le Qui c'est donc qui parle? Mais avec plaisir. Qui c'est donc qui parle? Bon, alors, je vais vous rappeler le thème donc du Qui c'est donc qui parle. En gros, je vous passe un extrait sonore d'une personnalité connue des Français. Vous me posez des questions ici dans le studio. Je vous réponds par oui ou par non. Le premier qui a trouvé a gagné. Ouais, Mathieu est tout de suite là. Il est motivé. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Oui. On est prêt. Allez, c'est parti. What I can say about that is these arguments are always being used. I've heard that all over the world. First, in my... Ok, alors, Est-ce que c'est une personnalité politique? c'est une personnalité politique. Est-ce qu'elle est française? Elle est française. Allez, je crois que je l'ai. Déjà? Est-ce qu'elle est autre chose que française? Non, bah oui, elle est autre chose que française, effectivement, elle est autre chose que française. Des Attends, questions, allez-y. Pour savoir si je l'ai, est-ce qu'elle n'est pas moche? Ah, ça, je sais, Hein? je sais Oh pas, oui, non, je sais pas, oh, non, si, je oui, sais pas. je voyais son Ah oui, argument non, dans la je même sais pas. personne, je viens de comprendre Pourquoi ça? Ah! Ah, non, non, elle n'est pas moche. Non, j'ai pas, oui, non, elle n'est pas moche. Allez-y, d'autres questions, allez-y. Est-ce qu'elle s'est présentée à la présidentielle, la Elle dernière? s'est présentée à la présidentielle, sérieusement? Et est-ce que c'est- sa deuxième nationalité est une nationalité qui te tient à cœur? Oh, Antoine Oui, c'est une, Est-ce qu'elle s'est pris une veste à la dernière elle s'est élection? prise une veste à la dernière Est-ce présidentielle. qu'elle a des lunettes rondes? Oui, elle a des lunettes rondes de couleur. Rouge. Exactement. Mais elle a changé en vert pour il y a pas longtemps, non? Ça, j'en sais pas. Pour les élections présidentielles, ils avaient changé en vert. Bon, C'est on va politique. peut-être arrêter. On va peut-être C'est s'arrêter encore, pour la c'est encore collection. une question. Est-ce qu'elle a un joli nom? Elle a un très joli nom. Bon. Ah. Je peux Alors, le dire. Oui, allez. vas-y, dis-le. Il avait trouvé Allez, en vas-y, premier. Mathieu, vas-y. C'était Eva Joly. Eh oui, c'est Eva Joly, Ah. bravo! Des applaudissements pour Mathieu, qui gagne pour la première fois en 2013. Je pensais pas que mon indice serait si trouvable quand même. Voilà. Oui, ça m'a aidé, Donc voilà, merci bien. c'était Eva Joly, la candidate verte aux élections présidentielles, qui est Enfin, franco-norvégienne. verte, pour les verts en tout cas. Oui, voilà, Elle est pas mais vraiment verte. qui est franco-norvégienne, rappelons-le, et qui a pris une veste à la dernière présidentielle. Merci Antoine pour ceux qui sait donc qui parle. On passe maintenant à l'anecdote de la semaine qui nous est présentée comme chaque lundi par Rémi. Alors mon anecdote cette semaine, elle m'est venue en regardant le journal télévisé samedi soir. Et j'ai vu François Hollande qui était en visite au Mali. Et pour le remercier de l'action française au Mali, on lui a offert un cadeau diplomatique. Et ce cadeau diplomatique, c'était un chameau. Alors je me suis posé la Dis question. donc, c'est pratique ça. Voilà, Il qu'est-ce l'a que ramené en pratique. France, il est dans le jardin Élysée là? Eh bien, je ne sais pas justement, mais
Étant donné que c'est un cadeau diplomatique, alors c'est le cadeau que se font les chefs d'État entre eux, je sais pas s'il est très bienvenu de sa part, s'il le refuse et s'il ne l'amène pas avec lui en France. Alors je sais pas où il est pour l'instant. Il fait un peu froid pour le chameau. Eh ben, il ira dans un Tu zoo, étais je ne sais préoccupé pas. beaucoup du chameau là, ouais. Non mais Claire a mis des bêtes. Alors cette tradition des cadeaux diplomatiques, elle remonte à très très loin, hein, puisque déjà en Égypte ancienne, on se faisait des cadeaux, etc. Alors j'ai regardé quand même un peu les exemples de cadeaux diplomatiques qui pouvaient être faits, et alors là, je peux vous dire que j'ai pas été déçu du tout. Donc j'ai fait un peu un inventaire à la Prévert de ce qu'on pouvait trouver comme cadeau. Alors il y a une grosse catégorie qui n'existe plus trop maintenant, on le fait moins qu'avant, c'est celle des animaux. Avant on offrait des animaux en signe de reconnaissance, etc. Alors le général de Gaulle a lui par exemple eu plusieurs lions de la part de dirigeants africains. Le plus mignon comme cadeau on va dire c'est celui qu'a reçu Georges Pompidou de la part de la Chine, puisque c'était un couple de pandas. Seulement, il en a fait quoi? Seulement, il y a eu un problème. En fait, c'était censé être un mâle et une femelle. Or, ils ont amené 2 mâles. Donc, ils n'ont jamais pu faire de petits. Mais ils ont pu se Sinon, il y aurait marier. eu un élevage de pandas à Ils ne l'Élysée. pouvaient pas se marier à l'époque. Donc ils ont été mis dans un zoo. Le plus encombrant comme animal, c'est un éléphant qui a été offert par l'Inde à François Mitterrand. Donc qui a Pratique fini. à ramener dans l'avion. C'est très très pratique à ramener, effectivement. Alors les présidents s'offrent entre eux aussi des cadeaux assez personnels. Hein. C'est pour montrer un peu la sympathie qui les unit. Ainsi, Michelle Obama a offert à Carla Bruni une guitare. J'étais sûr de la guitare. On sait pas si c'est une J'allais bonne faire comme chose. une blague, mais je me suis dit que ça allait pas bien passer parce que vous allez pas comprendre. C'est pas une blague, elle a Bah vraiment oui, offert une guitare. Donc je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour nous, mais en tout cas voilà. Il faut aussi noter quelques petits cadeaux utiles, enfin désignés comme tels, hein, puisque Jacques Chirac par exemple a reçu une Kalachnikov en cadeau. Ça peut être le cadeau utile en politique, hein, pour flinguer ses adversaires. De Poutine. Non, de Abdelaziz Bouteflika. C'était dans les années en 96 ou 97, voilà, pour sceller leur amitié, une Kalachnikov. Et puis alors il y a des pays qui sont particulièrement spécialistes des cadeaux que j'ai appelés les cadeaux bling bling. Alors ce sont les souverains des pays du Golfe qui offrent un cadeau. Alors pour que le cadeau soit bien, il faut qu'il soit soit incrusté de diamants ou alors doré à leur fin, un baril de pétrole. ou que ce soit une arme. Dans le meilleur des cas, c'est un sabre avec des diamants incrustés et de l'or fin. Donc c'est assez spécial. Bon, ça brille, ça coûte très cher et ça fait plaisir comme cadeau à recevoir, j'imagine. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas cette chance-là. Alors, peut-être bientôt, Rémi, on ne sait pas. Ben, je sais pas. D'ici quelques années. Et puis il y a aussi carrément les cadeaux inutiles. Par exemple, Jacques Chirac a reçu plusieurs tapis, des tapis, voilà. C'est utile un tapis. Oui, mais avec sa tête dessus. Voilà. Ah, Donc Jacques Chirac a prévu offrir une tête de Jacques Chirac. Jacques Chirac sur son tapis. Voilà. J'ai cru que c'était la tête de Bernard Tapie dessus. Mais... Non. Oh là. Mais j'ai eu peur que ce soit avec les têtes de lion, là, comme dans les James Bond. Non. C'était vraiment la tête de Chirac, qui est un lion poétique. Mais Il l'a mis dans ses toilettes. je sais pas ce qu'il en a fait. Enfin, si plutôt je sais, il en a fait un musée parce qu'il a voulu ouvrir les cadeaux à tous les Françaises et les Français. Alors je sais pas si c'est très utile de voir ça. Bon, il y a après les cadeaux pas terribles. Alors la reine d'Angleterre qui pourrait faire des cadeaux géniaux. Elle offre à chaque fois des portraits d'elle-même, ce qui est un peu mégalomane. C'est sympa. Et dans le genre cadeau pourri, Barack Obama s'est vu offrir une bouteille d'huile d'olive par Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Très bien. Donc il a dû être très content, surtout que sa femme Michelle fait des spots, des campagnes contre l'obésité, donc la cuisine à l'huile, je sais pas si c'est le plus indiqué. Enfin voilà, ça m'avait fait rire, je voulais vous en parler. Merci beaucoup Rémi, et maintenant c'est le moment de la chanson détournée. C'est la chanson détournée. Alors cette semaine, je voulais vous prévenir que ma carrière de chanteur a pris un tournant, puisque pour la première fois, quelqu'un m'a écrit une chanson. Je me sens un peu comme Céline Dion quand Goldman lui écrivait des chansons. Donc je voulais saluer le travail de mon ami Pierre avec qui on a en fait travaillé ensemble sur cette chanson. Et on a imaginé ensemble le prince du Qatar, qui est propriétaire du PSG, et qui vient donc, on en a parlé au début de l'émission, d'acheter le joueur Beckham. Donc on a imaginé ce prince qatari chanter sa réussite, le fait qu'il peut s'offrir tout ce qu'il veut, Zlatan, Beckham. Voici donc le prince qatari qui s'aime à mourir sur un air de Francis Cabrel. Je voulais juste vous prévenir, je n'ai pas réussi à ne pas prendre l'accent de Francis, parce que quand je chante de Francis Cabrel sans prendre l'accent, j'ai tout simplement l'impression de chanter faux. Donc voilà, je préférais vous avertir. Voici donc Je m'aime à mourir par le prince du Qatar.
je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui j'ai acheté Beckham, je dirige Paris, je m'aime à mourir. Je peux sélectionner tous ceux qui me plairont. J'ai acheté Zlatan avec sa tête de con, qui me coûte des millions, qui me coûte des millions, mais moi j'ai plein de ronds. J'ai rajouté des chiffres au chèque de la FIFA. Elle va faire un mondial au Qatar, que pour moi des éclats de rire. Elle se fout complètement de la chaleur qu'il fera, dont aux corruption advienne que pourra. Elle veut pas choisir, ne veut pas choisir, je m'aime à mourir. J'ai dû sortir ma carte bancaire pour en être là. Aujourd'hui j'ai dû sortir ma carte bancaire pour Platini et la FIFA aussi. Je fis de mon mieux, mon rêve d'Opaline, et je nage au milieu de l'or dans ma piscine, je m'aime à mourir. Si je veux construire des stades climatisés, j'ai tellement d'argent que j'aurais tort d'essayer de me retenir, je m'aime à mourir. Pour rejoindre ma chambre cachée sous les toits, je monte des marches en argent dans des sabots de soie, je m'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas bouger, je dois juste vouloir, mon vœu est exaucé. Tout peut m'appartenir, je m'aime à mourir. J'ai dû sortir ma carte bancaire pour en être là. Aujourd'hui j'ai dû sortir ma carte bancaire pour Platini et la FIFA aussi. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui j'ai acheté Beckham et je dirige Paris, je m'aime à mourir. Je peux sélectionner tous ceux qui me plairont. J'ai acheté Zlatan avec sa tête de con, qui me coûte des millions, mais moi j'ai plein de ronds. C'est la chanson de tournée. Voilà, merci beaucoup Mathieu. Puis félicitations à Pierre aussi pour les paroles. Oui. Et alors, je dois dire que quand même l'émir du Qatar avec l'accent du Sud-Ouest, ça vaut des millions. On ne peut pas plus crédible. Non, c'était très bien. Alors, petite annonce avant qu'on se quitte. Tout à fait, on voulait faire un peu de pub pour la comédie musicale qui est montée par le Bureau des Arts de Sciences Po Strasbourg. C'est une adaptation des Liaisons dangereuses. Ça se passera le mardi 19 février à 20h30 au Centre culturel Marcel Marceau, donc qui est accessible avec le tram C par exemple. Vous pouvez acheter des tickets à Sciences Po ou alors sur place le soir même. Donc je rappelle que c'est au Centre culturel Marcel Marceau. C'est un travail de plus de 6 mois avec plus de 50 personnes de l'IEP. Il y aura de la danse, du chant, de la musique, super. Tout ça. Donc rendez-vous le mardi 19 février à 20h30 pour cette comédie musicale sur les liaisons dangereuses. On souhaite en tout cas un immense succès pour cette belle initiative. Je vous rappelle, avant de nous quitter, que l'émission est réécoutable sur le site cominlundi.jimdo.com, Jimdo, Jimdo.com, ou alors sur la page Facebook de notre émission Comme un lundi. Ou sur les deux. Ou sur les deux, oui, si vous voulez la écouter en simultané, si vous voulez. En stéréo, je ne sais pas. Très bien, en tout cas, écoutez, il me reste à remercier Amandine d'être venue nous parler de la Suède. Merci à vous. Je vais remercier également Claire. Merci à toi, on a bien rigolé, c'était bien. Antoine et Mathieu également. Merci. Nous n'a pas un merci individuel. Alors merci Antoine, merci Mathieu. Il y a les chouchous, écoutez, c'est la vie. Hein. À la semaine prochaine. À lundi prochain. Ciao. Ciao.